votes pour, 15 contre. Les objectifs... Chi come noi hanno sempre combattuto. La Corse sera plus forte. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT pour ce second numéro de Contraste, désormais mensuel. Alors après la rentrée du président de l'exécutif il y a un mois, nous recevons aujourd'hui le chef de file de l'opposition macroniste à l'Assemblée territoriale, le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. Bonsoir Jean-Charles Orsucci et merci de votre présence sur ce plateau. Vous serez interrogé par Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Winchigler de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors après un peu plus d'un an à la tête de l'État, dans un calme relatif, la tempête s'est levée sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Affaire Benalla, démission en cascade et tonitruante, hésitation, divergence au sommet de l'État, images dégradées, dégringolade dans les sondages. J'arrête là le palmarès. Les vents sont contraires et les changements intervenus cette semaine sont un pari quand même assez incertain. Je rappelle que Christophe Castaner est devenu ministre de l'Intérieur et Jacqueline Gourault a obtenu un ministère de plein exercice, la cohésion des territoires. Alors, comment un fidèle comme vous, depuis le début, vit-il toutes ces péripéties, si j'ose dire? Bonsoir à tous. Écoutez, vous avez une façon personnelle de présenter la situation. Qui ne sont pas fausses. Je ne partage pas votre avis, Jean-Baptiste. Tout ça, c'est produit. Hein. Non, c'est produit, mais après, il y a une façon toujours de présenter les choses. Vous pouvez le présenter un peu comme le ferait l'opposition aujourd'hui nationale, c'est ce que vous avez fait, ou des médias qui cherchent un petit peu à faire le buzz. Et puis, il y a ceux qui le vivent de l'intérieur et qui pensent aujourd'hui qu'on est dans un début de mandat où c'est pas facile, où il faut mettre en œuvre des mesures des fois impopulaires. Mais c'est important aujourd'hui de dire que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre une feuille de route qui lui a été donnée par le peuple français lors de l'élection présidentielle et qu'il y a bien sûr dans ce que vous dites des difficultés, mais je crois qu'on ne peut pas toutes les mettre au même niveau. Je crois aujourd'hui, je suis encore assez serein, sincèrement, oui, effectivement, je fais partie des premiers qui ont soutenu Emmanuel Macron et je crois encore en Emmanuel Macron et je crois aujourd'hui que la politique qui est menée au niveau national est une politique qui va permettre à la France de relever les défis qu'elle doit relever pour les générations futures. Rien ne vous fait douter, Jean-Charles Orsucci, vous avez déclaré il y a quelques semaines à la radio que vous y croyez comme au premier jour. Alors rien ne vous fait douter, pas même sa politique. On dit que Emmanuel Macron est le président des riches, c'est une étiquette qui lui colle à la peau comme un sparadrap, mais c'est pas totalement faux si on regarde les chiffres. Il y a une étude qui vient d'être publiée, une étude de l'Institut des politiques publiques, ça a été révélé cette semaine, c'est un organisme d'évaluation indépendant qui dit que les mesures fiscales prises par ce gouvernement pour 2018 et 2019 profitent en priorité aux 1% les plus riches. Donc on favorise les plus favorisés, si j'ai bien compris. Patrick, à une étude, on peut opposer une autre étude. L'INSEE vient de sortir des chiffres qui montrent que le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi haut pour une grande partie des Français. Moi, je peux aujourd'hui, et on peut prendre toute l'émission si vous souhaitez... On demandera aux retraités tout à l'heure, c'est pas leur sentiment. Hein. C'est pas leur mais vous savez, vous venez de parler de sentiments. Moi, je ne suis pas là pour parler de sentiments. Moi, je suis pas là pour parler de concret. Aujourd'hui, avec la baisse de la taxe d'habitation, je pense que le pouvoir d'achat, y compris des retraités, est revalorisé. Avec la revalorisation sur les 5 ans. Hein. Il est lissé sur les riches reçoivent 4,5 milliards immédiatement. Jean Vitus, en politique, il faut être très clair. Mais l'augmentation du pouvoir d'achat, si c'est une moyenne, on peut le comprendre. Effectivement, il va falloir me laisser répondre. Répondez. Non, mais on recadre un peu. Beaucoup ont profité d'une augmentation du pouvoir d'achat, notamment ce 1% le plus riche. L'objectif de la politique d'Emmanuel Macron, c'est de s'attaquer à ce cancer qu'est le chômage aujourd'hui. Et je pense que les mesures que nous prenons aujourd'hui vont permettre de s'attaquer à ce fléau. Derrière ça, je persiste et je signe. Lorsque vous dédoublez les classes, je dirais, de CP dans les zones, dans les REP, vous vous attaquez à un fléau qui est aujourd'hui le déterminisme social et qui fait que ce pays est en panne. Aujourd'hui, il y a différentes mesures qui ont été prises. Lorsque le reste à charge zéro sur les soins dentaires, sur l'optique, sur l'auditif, qui s'adresse, et vous le savez comme moi, vous parlez des retraités. Je pense que c'est quand même une catégorie qui va être particulièrement touchée par cette mesure. Ça, c'est pour plus tard, alors que l'augmentation de la CSG pour les retraités, c'est aujourd'hui. Je suis content de vous entendre dire c'est pour plus tard, parce que je vais aussi rebondir sur la première remarque de Jean Vitus. Nous sommes à 1 an du quinquennat. Excusez-moi.
On ne juge pas l'action politique au bout d'un an. 18 mois, soyons précis. Alors, 18 mois, si vous voulez être sur précis. les résultats, d'accord. Je vais vous dire. Mais sur la manière de gouverner, non, on peut déjà avoir une bonne idée. Sur l'ambition politique, on a bien compris que vous restiez bien calé sur la ligne qui était celle de la campagne présidentielle. Vous savez, exactement. Après, sur l'incarnation du pouvoir, il s'est quand même passé des choses, et on ne peut pas les nier, qui ont été sérieusement écornées par les affaires que citait Jean Vitus tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne parle plus de verticalité, on parle d'horizontalité. On sent bien qu'il y a un malaise qui existe avec les maires, avec les élus locaux, qui ont longtemps été maîtrisés, y compris même jusque dans le vocabulaire, au point qu'aujourd'hui, parmi les mouvements qu'on peut enregistrer sur ce remaniement qui finalement n'a pas l'ampleur qu'on pouvait estimer, il y a deux choses qu'on retient, effectivement la promotion du ministre de l'Intérieur, de Christophe Castaner, et la nomination de Jacqueline Gourault, pour justement penser un peu le malaise qui existe avec les collectivités et les élus locaux. Alors, vous ne pouvez pas à la fois me dire qu'il y a des choses à réajuster, et quand elles sont réajustées, dire que ça relève je dirais, de la cosmétique. Moi, je vous dis très clairement, si on reprend chaque épisode que vous venez d'évoquer, sur le remaniement ministériel, contrairement à ce que vous venez de dire, je pense qu'il est important que Christophe Castaner, que Guillaume, qu'on ait maintenu l'équilibre politique tel qu'il existait au moment de l'élection présidentielle. Il est important aujourd'hui d'avoir, je dirais, un jeune ministre, parce que Christophe Castaner reste un jeune ministre qui, à mon avis, marquera... Surtout par rapport à Gérard Collomb. Écoutez, Gérard Collomb, si on reprend là aussi l'épisode, je vais être obligé de faire encore une digression. Gérard Collomb a fait le choix... Ça a été un épisode qui n'a pas été très glorieux non plus. Non, mais Gérard Collomb, à partir du moment où il fait le choix de briguer à nouveau la mairie de Lyon, il ne pouvait pas en être autrement. Donc pour moi, là-dessus, c'est quelque chose qui relevait de la logique. Sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un réajustement que vous jugez à minima, moi je considère aujourd'hui qu'il y a des signes intéressants, notamment par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites aujourd'hui qu'il fallait réajuster, le président de la République, hier soir, même si j'étais au Palatine pour encourager le Gazélec Ajaccio, j'ai quand même suivi avec attention ce qu'il a dit. Le chef de l'État a fait un mea culpa sur la forme. Et il a raison. Le président de la République, ça doit aussi faire attention à la forme. Très cosmétique, le mea culpa. Mais il a été fait, Jean Vitus. On n'a pas toujours vu des présidents de la République capables de se remettre en cause au moment où ils exerçaient le pouvoir. Sur le remaniement ministériel, on a quand même un élément fort à travers Jacqueline Gourault et les deux ministres qui sont chargés de l'entourer. Ces deux jeunes ministres qui sont annoncés comme des gens qui vont monter en puissance. C'est un signal en direction des collectivités locales. Vous avez bien compris que s'il y a bien un message à faire ressortir, et je ne vous le cache pas, vous me posiez la question de savoir ce que je pensais de la politique d'Emmanuel Macron. Vous le savez trop autour de cette table, je ne suis pas du genre à être entré dans un fan club ou à dire que tout est parfait. J'ai l'esprit critique et je garderai l'esprit critique. Notamment sur le début de mandat d'Emmanuel Macron, évidemment sur la dimension corse et sur le pacte girondin, j'en attends davantage. Et cette nomination aujourd'hui de Jacqueline Gourault et de ces deux ministres, j'ose espérer que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour aller vers davantage, je dirais, d'écoute vis-à-vis des territoires. On va en parler de la Corse. Mais d'abord, vous êtes un homme de gauche, donc plutôt favorable à l'horizontalité qu'à la verticalité du pouvoir, à laquelle faisait allusion Roger. Vous n'êtes pas un adepte du bonapartisme non plus, ni de la personnalisation de la fonction politique. Vous ne méprisez pas non plus les différents corps sociaux. Macron a montré exactement ça. Sur les résultats, je suis d'accord avec vous, vous pouvez attendre la fin du quinquennat. Je ne partage pas cette analyse. C'est ce qu'on a vu pendant 17 mois. Ce que pense, je dirais, le militant... C'est l'image qu'il a donnée. Ce que pense le militant politique que je suis depuis longtemps, vous le savez, vous venez encore de le résumer. Je suis un homme de gauche qui est un autonomiste convaincu. À côté de ça, je vis aujourd'hui en Corse et dans une république qui s'appelle la République française, sous la Ve République. Et aujourd'hui, les institutions de la Ve République, c'est un président de la République fort. Et à partir de là, il faut qu'on intègre cette donne. C'est aujourd'hui un Parlement qui, des fois, c'est vrai, prend des mesures qui ne sont pas forcément adaptées au territoire. Moi, je crois aujourd'hui, quand on regarde ce qui est fait sur les retraites, on y reviendra sûrement un peu plus tard, l'écoute qui est faite vis-à-vis des partenaires sociaux, je crois qu'on ne peut pas penser cela. Et in fine, Jean Vitus, j'y reviens systématiquement. On ne va pas quand même être surpris de voir un homme politique qui fait une campagne électorale avec un programme et qui, derrière, met en œuvre ce programme. C'est arrogant, déconnecté. Comment on le dit? D'ailleurs, vous le voyez, sur le pacte girondin, et quand je dis que moi j'ai des états d'âme, c'est parce que justement, je ne me sens pas à 100% dans ce que nous avons dit pendant la campagne présidentielle. Et je suis content d'avoir aujourd'hui, vraisemblablement, un affichage de sur sa politique économique, durant la campagne, vous avez dit Macron, c'est une jambe de gauche, une jambe de droite, mais vous n'avez pas l'impression que la jambe de gauche est la plus faible, vous, l'homme de gauche,
l'ancien socialiste. C'est un peu atrophié. Alors, moi, je partage pas votre vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, et je vais recommencer... Et en plus, ça ruisselle pas beaucoup. Aujourd'hui, Patrick, vous pouvez insister, et c'est pas parce que vous insisterez que vous aurez raison. Et ça, c'est le propre des médias aujourd'hui et de l'opposition. Moi, je vais vous faire sourire. Aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de me faire la démonstration, parce que vous connaissez mon parcours politique, que Emmanuel Macron est un affreux libéral, un thatchérien. Je vais vous faire sourire. Il y a 15 jours, j'étais en visite dans le sud de la France, dans une commune très à droite. J'étais invité par le maire qui m'a questionné sur mon engagement politique. Écoutez, pendant un quart d'heure à table, je me suis pincé pour savoir si on parlait bien du même Emmanuel Macron. C'est un gauchiste, Emmanuel Macron. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait concernant l'ISF, en ne supprimant pas la part sur le patrimoine. Sa politique sur l'immigration était catastrophique. Oui, bon, on peut toujours trouver... Alors aujourd'hui, excusez-moi, si nous invitons Laurent Wauquiez à cette table, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il va vous dire que la politique d'Emmanuel Macron est une politique affreusement libérale? Non, Patrick. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Édouard Philippe va nous dire que c'est une politique de droite. Édouard Philippe va nous dire que c'est une politique de droite. Bruno Le Maire aussi. Gérald Darmanin aussi. Excusez-moi, pardon, messieurs, est-ce que vous avez aussi intégré un élément? Est-ce que vous ne pensez pas que la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle est tout simplement la victoire de ce peuple français qui attend autre chose que le mot droite et le mot gauche? Est-ce que ce peuple n'attend pas en réalité que des mesures qui soient justes et efficaces? Oui, et moi, je crois c'est justement la question. Et nous sommes dans des mesures justes et efficaces. Est-ce qu'elles sont justes aujourd'hui? C'est pas la perception qu'on a l'opinion. La perception de votre perception. Oh non, les sondages, les différentes études. Les sondages. C'était qu'un autre, c'était pas ça. Vous savez très bien que le peuple attend des mesures immédiates et des résultats immédiats. Moi, je vous invite dans 4 ans, au moment du suffrage, je vous inviterai aux élections intermédiaires et nous verrons si le peuple est sur le résultat, vous avez raison, mais sur la pratique du pouvoir, on a déjà quand même un aperçu. On a aujourd'hui un président de la République qui exerce sa fonction. Le précédent était en train de dire d'ailleurs qu'il n'y avait pas de président normal. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit réajuster, parce que c'est important, nous le savons dans cette société des médias, et si je suis sur votre plateau ce soir, vous connaissez l'importance des médias, je pense que la forme aussi est importante. Hier soir, nous avons eu un mea culpa sur la forme, et je pense que nous allons dans le bon sens, parce que sur le fond, je persiste et je signe aussi, sur un certain nombre de mesures, nous sommes dans le vrai, et les résultats seront là pour l'attester. Alors on ne quitte pas l'aspect politique, on va se recentrer sur la Corse avec la République en marche insulaire qui ne marche pas tout à fait dans les pas du marcheur en chef. Alors elle fait même quelques écarts, considérés parfois même comme des embardés par Paris. Le sujet de Dominique Moret, après vous réagissez. Je suis à ses côtés depuis longtemps. D'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez remarqué dans son discours, il m'a regardé à ce sujet. En ce mois d'avril, les regards du candidat Macron et ceux du maire de Bonifacio se sont croisés. À Fouriani, celui qui deviendra président de la République promet un pacte girondin. En autonomiste de gauche, Jean-Charles Orsucci adhère. Début février 2018, à quelques jours de la visite du chef de l'État dans l'île, le groupe Anda Perdoman vote comme la majorité nationaliste. La motion prône un statut proche de celui de l'outre-mer. Il n'y avait pas de raison de ne pas voter cette résolution et nous l'avons fait, je crois, en cohérence avec ce que nous avons défendu, ce que nous défendons depuis toujours. En cohérence avec ce que va dire Emmanuel Macron aussi. Là, on va laisser le président de la République nous donner son point de vue. Mais le point de vue est radicalement différent. Dès le lendemain, Christophe Castaner remet les pendules à l'heure. Donc les élus corses ne sont pas représentatifs de... Ils n'ont pas voté une position qui est celle de la République en marche. Un temps évoqué, le détour d'Emmanuel Macron par Bonifacio n'aura pas lieu. Le président de la République s'attarde à Ajaccio, une ville dont le maire est réputé proche d'Édouard Philippe. Le 7 février, le pacte girondin et les promesses de Fouriani laissent place au discours de Lupino. Après fouille au corps des élus, le propos et le ton ne laissent place à aucun doute. Mais le bilinguisme, ça n'est pas la co-officialité. Nous devons collectivement être lucides et je me dois d'être clair. Plus il y aura de fiscalité transférée, moins il y aura de dotation. Ce sont les élus des Corses. Oui. Ce sont leurs représentants. Non, alors, ils ont des élus locaux. Mais vous savez, la République française, ça marche de manière simple. Il y a un peuple, une souveraineté, et ensuite il y a des élections locales qui sont légitimes démocratiquement. Ce propos renvoie à la stratégie qui a consisté à s'appuyer sur la société civile en laissant de côté partis et élus. Un comble pour le groupe Anda Perdoman, essentiellement constitué d'élus locaux, partisans de la décentralisation. Alors Jean-Charles Orsucci, la République en marche, c'est quoi encore? C'est Jean-Charles Orsucci et le groupe à l'Assemblée, parce que le parti il ressemble à un parti fantôme.
Jean Vitus, premièrement, la République En Marche en Corse, si vous vous intéressez un petit peu au niveau national, c'est comme la République En Marche au niveau national. C'est un jeune parti qui se construit dans la difficulté comme tous les partis. J'ai envie de vous dire, Jean Vitus, de toute manière, nous n'avons de leçons à recevoir de personne et d'aucun parti. Je ne veux pas que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. La République En Marche en Corse, c'est une difficulté que j'ai connue par exemple au sein du Parti Socialiste, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'au sein du Parti Socialiste, il y avait une différence de point de vue entre un Jean-Pierre Chevènement et un Michel Rocard. Ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, à la République En Marche, je pense que nous sommes un peu atteints des mêmes difficultés, comme nous pouvons l'observer chez les Républicains, comme nous pouvons l'observer peut-être demain chez Homonem. Je crois tout simplement qu'en tout cas, nous concernant élus à l'Assemblée de Corse, nous mettons en œuvre, je dirais, ce sur quoi nous nous sommes fait élire au mois de décembre dernier. Et nous nous inscrivons parfaitement dans le discours de Fouriane et dans le pacte girondin. Le groupe, oui, le parti, si tant est qu'il intervienne... Vous avez des rapports avec André de Caffarel, qui est le président de la République En Marche en Corse? Il n'est pas le président de la République En Marche. Vous savez que le référent. Oui, il est un référent, voilà, avec un président du fan club, c'est ça? Alors, écoutez, on ne va pas jouer sur les mots. Non, mais je pense que nos relations se sont apaisées entre guillemets avec André de Caffarel, sachant qu'il a un rôle difficile aussi. Hein. Il est dans une vision qui est beaucoup plus verticale. Vous le savez aussi, c'est-à-dire que il considère un rôle difficile. Il est censé représenter le parti du président. C'est pas un rôle forcément difficile. Alors, c'est pas. Il devrait avoir une certaine audience. Non, mais il a une. Alors, au niveau national, tout le monde connaît Christophe Castaner, qui est à la direction de la République En Marche. Ici, André de Caffarel, personne ne le connaît. Oui, personne ne le connaît, sauf que par exemple, sur le travail qui a été fait sur la politique européenne et le travail qui a été fait au niveau national, c'est la Corse et c'est en Corse que les militants de la République En Marche ont eu les meilleurs résultats. Nous avons un jeune comme Kevin Roquette aujourd'hui au sein de la République En Marche qui fait un travail considérable, qui se positionne. Aujourd'hui, médiatiquement, peut-être que vous ne le savez peut-être pas, au niveau des militants, nous avançons, et je pense que nous avançons de la même manière que ce que nous observons aujourd'hui sur le continent. Je le répète, nous sommes un jeune parti. Après, vous m'excuserez, je regardais avec intérêt, bien sûr, ce reportage. Deux remarques. Lorsque on évoque la co-officialité, la réalité, c'est que lors du discours de Fouriane, Emmanuel Macron a été très clair. Il n'a jamais été favorable à la co-officialité. Il y a au sein de la République En Marche des militants comme François Hollande ou Marie-Hélène Padovan ou moi-même qui avons milité, voté pour la co-officialité. Mais c'est pour ça qu'on a du mal à s'y retrouver. Parce que vous êtes sur des positions, le groupe à l'Assemblée qui est tout à fait légitime, il y a eu la validation du suffrage universel, et puis à côté un parti dont on se demande ce qu'il est et comment il existe, qui est sur des positions différentes. Alors, où est la stratégie, là? On ne comprend pas bien. Non, mais premièrement, vous ne me prendrez pas à revers. Je n'ai pas voté le principe de co-officialité à l'Assemblée de Corse, parce que justement, aujourd'hui, il y a la conviction de... Je l'ai voté le temps de Jacob, mais aujourd'hui, je n'ai pas mandat pour voter la co-officialité. Je suis plus prudent. J'ai le droit d'avoir des convictions personnelles, et vous m'excuserez, je me souviens d'un Emmanuel Macron expliquant que la République En Marche n'était pas un parti, je dirais, où on allait être le doigt sur la couture et attendre ce que disait le chef. Oui, je continue à avoir des convictions et à côté de ça, nous défendons un programme que nous avons présenté pendant l'élection territoriale et aujourd'hui, le chef de l'État, là encore, j'ai écouté et d'ailleurs... Pareil, dans le discours de Bastia, vous pouvez mettre en avant la forme. Moi, je vais être très clair quand vous me demandez quelle est ma position. Je n'aurais pas amené Jean-Pierre Chevènement lors de ma visite présidentielle. C'est une évidence. Mais je pense que ça fait partie. Il a raison de faire la leçon aux élus corses. Alors, premièrement, il n'a pas fait la leçon, parce que vous l'interprétez là aussi comme ça. Moi, on le reprend, ce texte. Évidemment, nous venons dans une période qui est, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la connexion entre le moment politique et la commémoration d'Érignac n'était peut-être pas quelque chose de très pertinent. Et à côté de ça, vous reprenez le discours de Bastia et vous y verrez qu'il y a un chiche, encore une fois, lancé aux élus locaux pour réussir dans des domaines comme, je dirais, l'énergie. Oui, mais d'accord, sur les dossiers, mais la stratégie, on ne la comprend pas. Vous, en 2014, vous êtes au Jornada Internazionale di Gorti et vous déclarez, au regard du projet politique de Corsica Libre, du projet politique et des positions qui ont été les siennes à l'Assemblée, pourquoi ne serions-nous pas associés? Je suis convaincu que nous pouvions faire le chemin ensemble. Je réaffirme toutefois que je n'adhère pas à l'idée d'indépendance. Vous étiez prêt à vous associer avec Corsica Libre. Et aujourd'hui, vous tenez un discours qui est complètement contraire. Pas vrai. Parce qu'ils étaient indépendantistes avant, autant que maintenant. Tout à fait, mais je me défie de m'avoir entendu dire le contraire. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la donne politique, elle a changé quand même, Jean Vitus. Vous pouvez parce qu'ils sont arrivés au pouvoir.
c'est une donne qui n'est pas neutre. Je déclarais dans Corse Matin en janvier 2017, effectivement, que j'étais pour une large alliance qui allait des communistes, je peux même vous dire des communistes, jusqu'au centre droit en passant par Corsica Libre. Ce qui faisait d'ailleurs dans ma famille politique, c'est que tout le monde n'était pas sur cette position. Mais il ne vous aura pas échappé qu'à l'époque, ma proposition politique, c'était avec un leader qui s'appelait Paul Jacob. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration différente. À force d'appoint, mais pas... Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit précis. Moi, j'écoute aussi le peuple. Je n'ai pas raison tout seul, Jean Vitus. Et aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que les nationalistes sont aux responsabilités, j'entends à maintes reprises des gens me dire « Nous pouvons travailler aujourd'hui avec Femoa Corsica ». Par contre, il y a une fracture aujourd'hui sur la question de l'indépendance avec Corsica Libre. C'est un élément que je dois entendre aussi au sein de la société insulaire. C'est un élément qui n'est pas neutre et aujourd'hui, il faut aussi savoir l'intégrer. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas Corsica Libre, ça veut dire qu'à un moment donné, je l'ai dit à l'époque, moi, le projet d'indépendance ne m'intéresse pas. Et je pense qu'il aujourd'hui, pas d'alliance donc avec Corsica Libre. Demain, si éventuellement on vous propose un vaste rassemblement. Aujourd'hui, en tout cas, au regard des positions et au regard de ce qui se passe à l'Assemblée de Corse, parce que, excusez-moi, on peut pas non plus saucissonner notre discussion de façon telle qu'elle était prévue. Je vous dis simplement que j'observe qu'à l'Assemblée de Corse, celui qui mène le jeu politique aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée de Corse. Et ça, pourquoi? Parce que nous sommes face à une difficulté institutionnelle. Et je vais dédouaner le président de l'exécutif. Ce bicéphalisme est une erreur. Là aussi... Il ne posait pas de problème avant. Avant si, il a toujours posé des problèmes, Patrick. Bon, on n'a pas beaucoup entendu Dominique Boucline. Alors, comme par hasard, voilà. Vous avez choisi le seul moment où il n'a pas posé de problème. Il faut être très clair. Il a posé des problèmes entre Camille de Rocasser et Enchantine. Il a posé des problèmes entre Jean Badjon et José Ross. Alors selon vous, c'est Jean-Guy Talabonne qui mène le jeu. Moi, je pense aujourd'hui que Jean-Guy Talabonne, qui est quelqu'un de redoutablement intelligent, a compris qu'il pouvait utiliser sa position politique pour faire avancer ses idées. Le fait d'être dans une majorité territoriale oblige très souvent Gilles Simone à faire preuve de solidarité. Et c'est là où nous sommes dans la difficulté. Et c'est là où je réponds à votre question sur l'indépendance. C'est qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Je suis un autonomiste convaincu et je pense aujourd'hui que nous pouvons convaincre Paris que l'autonomie est une bonne voie pour la Corse. Mais dans la configuration politique actuelle, cela me semble très difficile. Juste une remarque par rapport à ce que vous disiez. Le bicéphalisme, à aucun moment, il n'a été remis en cause à l'occasion de l'avènement de la nouvelle collectivité de Corse. Personne n'a songé à mettre l'ordre là-dessus. Mais ça va peut-être faire vieille cuisine des partis. Un parti, c'est aussi des soutiens et des investitures à l'occasion de futures échéances. Les européennes, les municipales qui viendront. Après, vous allez être vigilant à tout ça. Est-ce que vous-même, à Bonifacio, vous irez sous l'étiquette la REM au combat des municipales de 2020? Écoutez, à Bonifacio, je suis maire depuis 2008, sous l'étiquette Bonifacio 21. Vous le savez, on le dit souvent, d'ailleurs, et je vous invite, et je peux vous le démontrer à chaque instant. Moi, j'ai fait du Macron avant Emmanuel Macron, avec des gens venant de droite, une première adjointe de droite, un deuxième adjoint nationaliste, et j'entends bien continuer l'aventure bonifacienne dans cette configuration-là, parce que je crois qu'elle a porté ses fruits, et il y a des résultats, personne aujourd'hui ne les conteste quasiment, donc je pense que j'irai plutôt dans cet état d'esprit. On ne m'enlèvera pas, mon appartenance, à l'époque, c'était mon appartenance au Parti socialiste, on ne m'enlèvera pas mon appartenance à la République en marche. En revanche, là encore attaché au pacte girondin, je pense que dans le cadre des municipales, il faut laisser au niveau des municipales, je dirais, les choses se faire naturellement. Alors, la dimension sociale n'est pas la préoccupation de Macron, c'est ce que disent les syndicats en tout cas. Alors, la réforme des retraites se prépare et déjà on entend quand même monter la colère. Encore, vous le savez, on compte environ 75 000 retraités. Alors, on va écouter un représentant de ces retraités, Jacques Ross, qui s'adresse à vous. Bonsoir, monsieur Orsucci. Vous êtes le porte-drapeau de la Macronie en Corse. Et moi, je suis là en qualité de président de l'Associazione dei Rettati Corsi. Donc, alors, la question est celle-ci. Placé comme vous l'êtes, pensez-vous que vous avez la possibilité d'intervenir au plus haut niveau de l'État, bien entendu, pour que puisse justement se tenir une réunion de concertation entre les représentants de l'État et des différents ministères chargés de ces problèmes et les associations et les syndicats de retraités de Corse? Voilà, ma question était là. Je peux ajouter que nous n'avons pas participé à la réunion du 9 octobre. C'est très important, je vous le dis, parce que nous pensons entrer en lutte. Et pour nous, entrer en lutte, ça veut dire que nous représentons 30% du corps électoral et que nous ferons barrage à la liste Macron en Corse si justement il n'y a pas quelque chose qui arrive d'ici là pour faire un effort en faveur des retraités. Alors, faut-il faire un effort en faveur des retraités corses ?
Je crois qu'il faut, là encore, essayer de tendre vers un système qui soit juste et efficace, Jean Vitus. Sur les retraites, l'objectif d'Emmanuel Macron, qui a été annoncé pendant la campagne présidentielle, c'est de garantir la pérennité de notre système de retraite par répartition. Et ça, c'est déjà un enjeu futur. Un enjeu futur et capital pour nos enfants et nos petits-enfants. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte de mettre fin à ces 42 régimes de retraite qui existent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez autour de cette table, mais chacun d'entre vous va cotiser à 2-3 régimes de retraite différents. C'est illisible, c'est inefficace, et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut s'attaquer à ça. Avec un terme que vous connaissez très bien, Emmanuel Macron, le président de la République et son gouvernement souhaitent que, pour 1 euro cotisé, cela ouvre les mêmes droits à chacun d'entre nous. Là aussi, il y a un effort de justice qui doit être fait. Quant à la question et à la remarque qui vient d'être faite, justement, pas fait dans n'importe quelle condition. Premièrement, je tiens à couper, je dirais, à m'inscrire en faux contre ce qui, des fois, est avancé au niveau des réseaux sociaux, des médias. Les retraités actuels ne seront pas impactés par cette réforme. Ça, c'est la première des choses. Les retraites de reconversion ne seront pas touchées aujourd'hui par cela. On parle de politique fiction, mais la fin du mois pour les retraités, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 1,7% d'augmentation de la CSG. C'est aujourd'hui. Et seul le pour des gens qui ont 1 200 euros par mois. Patrick Minchiguer, c'est aujourd'hui la volonté de se servir de l'impôt le plus juste qu'est la CSG face à un impôt, par exemple. Il suffit de leur dire merci pour faire passer cette réforme. Par exemple, face à un impôt qui est profondément injuste, qu'est la taxe d'habitation. Je dis aux retraités de Corse qu'ils regardent leur feuille qu'ils regardent leur pouvoir d'achat à la fin de l'année et ils verront qu'ils ont gagné en pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, 80% des foyers corses vont bénéficier de 30% d'abattement. Je ne sais pas s'ils ont gagné en pouvoir d'achat, parce que vu que l'essence augmente, vu qu'un certain nombre de choses augmentent, la CSG, je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné. Et que certains maires augmentent leur part sur la taxe d'habitation. Mais excusez-moi, ce sont ces maires-là qu'il faut sanctionner dans ces cas-là. Vous ne l'avez pas baissé, vous, hein? Alors, mon cher Jean Vitus, depuis 1981, et je vais rendre là hommage à mes prédécesseurs, la taxe d'habitation, la part communale n'a pas augmenté à Bonifacio. Elle n'a pas baissé. Elle n'a pas baissé, mais il n'y a pas de raison de la baisser. Donc les gens ne vont pas en profiter, puisqu'elle n'a pas baissé. Vous savez aussi que nous avons eu affaire, lors des gouvernements Sarkozy et Hollande, à une baisse de dotation. Et je vous fais remarquer quand même, parce que c'est pas neutre, que sous la mandature d'Emmanuel Macron, ces dotations n'ont pas baissé. C'est quand même pas neutre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est profondément injuste ce que font les maires actuels vis-à-vis de la taxe d'habitation. Quant à la CSG, 18 communes en Corse ont augmenté. Vous me permettrez de vous dire, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on s'est attaqué aux petites retraites? Non, au contraire. Nous avons augmenté l'allocation vieillesse et de façon significative. La CSG, là aussi, vous me permettrez de vous dire, il n'y a pas que les retraités, il y a les actifs qui sont aujourd'hui. Vous êtes au point sur les mesures qui avaient été annoncées par la campagne, parce que là, quand vous dites du terrain, je vous donne factuellement ce qui est la réalité, et non pas ce qui est aujourd'hui véhiculé par l'opposition. Il était question de savoir si vous pourriez influencer une réforme à venir. Or, là encore, on pourrait parler de la méthode. Il y a un haut commissaire de Levoix qui travaille dessus. Oui, mais attendez, avant même d'avoir commencé les négociations avec les syndicats, on collait déjà l'essentiel de la réforme. C'est assez là aussi pas très respectueux par rapport aux syndicats qui devront négocier. Roger, je ne partage pas cette analyse, dans la mesure où, bien sûr, il est normal que quand on arrive à une table de négociation, on ait un objectif à atteindre. Jean-Paul Delevoye, dans la concertation, parce que là aussi, j'aimerais insister, des rendez-vous importants ont eu lieu avec les partenaires sociaux, et j'espère qu'ils vont se poursuivre. Après, nous savons très bien que les réformes, elles ne se font pas, je dirais, la fleur au fusil. Je vous rappelle, et peut-être que si nous avions discuté de cela à ce moment-là, vous m'auriez dit que la réforme de la SNCF, ça allait être une catastrophe, une levée de bouclier. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle est passée, cette réforme. C'est qu'aujourd'hui, les gens comprennent très bien qu'on ne peut pas rester avec un système. Est-ce que quelqu'un autour de cette table peut me dire que l'on peut maintenir le système actuel, qu'il est efficace, qu'il est juste et que nous le garantissons pour les générations futures? Non, nous le savons. Donc il faut le réformer. Donc à un moment donné, il faut du courage politique. Jean-Paul Delevoye a cette mission avec les partenaires sociaux et j'espère qu'en Corse, comme sur l'ensemble du territoire national, nous maintiendrons des retraites efficaces avec un pouvoir d'achat, notamment en direction des plus faibles. Alors on arrive quasiment à la fin de la première partie. Je voudrais quand même poser une question sur un dossier qui revient au goût du jour, c'est celui de l'incinérateur. Là aussi, vous avez un peu changé d'avis. Hein. 25 novembre 2010, vous avez voté à l'Assemblée de Corse un rapport de l'exécutif de gauche, de Paul Jacob, qui prévoyait l'abandon définitif de tout procédé de traitement thermique, excluant le processus d'incinération à cause des risques sanitaires encourus. C'est écrit là-dedans. Hein. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes pour Jean Vitus,
le problème des déchets est réglé depuis 2010 en Corse? Moi, je vous retourne la question. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir voté ce rapport de Paul Jacob, on a réglé le problème? Je prends ma part de responsabilité, nous ne l'avons pas réglé. Est-ce que la majorité... on revient à l'incinérateur. Mais en tout cas, on ne s'interdit peut-être pas le fait de réfléchir, Jean Vitus. Et je vous le dis parce que je ne suis pas le seul à le penser. J'ai même entendu des militants nationalistes de haut niveau dire qu'il fallait aujourd'hui réfléchir à cette solution. Le balayer d'un revers de la main, pourquoi? Si c'est par dogme, écoutez, Jean Vitus, moi je crois qu'aujourd'hui il faut tourner le dos. Vous le mettrez à Bonifacio? Pardon? Vous le mettriez à Bonifacio? Écoutez, si demain j'ai la garantie qu'en matière de santé publique, ça ne pollue pas plus que 2 voitures diesel, si j'ai la garantie qu'à un moment donné, c'est le projet économique le plus intéressant pour le territoire et que ça permet... Ça fait beaucoup de si, hein. Mais Jean Vitus, en tout cas une chose est sûre, je vais vous dire en tant qu'autonomiste que je suis, l'exportation des déchets au prix où nous les exportons aujourd'hui, ça je n'en veux pas, ça je suis catégorique, voilà, ça je peux vous le dire. Vous ne le mettez pas sur l'île de Cavale. Et je pense qu'une grande majorité des Corses ne seraient pas favorables à cela et ne sont pas favorables à cela. Parce qu'aujourd'hui, si on en reste à des dogmes, à des positions figées, eh ben on est dans la situation à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui. Vous comprenez aussi qu'il peut y avoir des risques sanitaires. Même la Commission européenne a demandé ce qu'il y a un moratoire. Pour l'affirmer avec certitude. C'est la Commission européenne qui a demandé un moratoire sur les incinérateurs. C'est qu'il y a problème. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il faut écarter. Je ne dis pas. Mais un scientifique va vous dire une chose, un autre va vous dire le contraire. Le grand challenge que je vous propose, c'est une étude poussée sur le sujet. C'est pas de se dire. Vous avez trouvé des experts qui vont vous dire de telle manière et d'autres experts qui vous diront le contraire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce que nous avons vu aujourd'hui dans le maquis corse, ce n'est pas acceptable. Et moi, je peux vous dire une chose, je l'ai dit et je l'ai répété, je n'accepterai jamais que s'amoncelle dans les rues de Bonifacio ce que j'ai pu voir dans d'autres communes de Corse. Je le dis très clairement, aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé non plus, Jean Vitus, que je n'ai jamais exercé de fonction exécutive à l'Assemblée de Corse. Parce que, oui, j'ai souvent fait preuve, et heureusement, et je m'en félicite, de solidarité vis-à-vis de mon groupe, même si j'ai pu avoir des positions divergentes. Vous avez ressorti une position de 2010. J'aurais pu vous renvoyer à ma campagne territoriale de 2015, où j'étais le premier à mettre sur la table l'idée qu'il fallait réouvrir le dossier de l'incinération. Donc si par honnêteté intellectuelle nous allons sur ce sujet-là, vous pourriez avoir justement cette lecture-là. Bien évidemment, et je pense d'ailleurs ne pas être le seul des fois à évoluer sur le sujet. Moi, il me semble avoir entendu le président de l'exécutif, à une époque où il était dans l'opposition, dire qu'il était contre le surtri, l'avoir entendu dire qu'il était contre la méthanisation, et il évolue. Et il a raison d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les gens bêtes qui ne changent pas. Vous n'êtes pas le seul à changer d'avis. Hein. Voilà. Bon, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission avec Ugon Trabunt, un contradicteur. Aujourd'hui, c'est Dominique Yvon, le représentant corse de l'association Anticor, qui mène un combat acharné au plan national et international contre la corruption. Bonsoir Dominique Yvon et merci de votre participation. Avant d'entamer le sujet qui fait beaucoup parler, depuis longtemps, c'est l'île de Cavale avec un sujet de Pierre-Simon Paul. Nous avons préempté un terrain de 3,3 hectares, 6 sur l'île de Cavale. Le 19 septembre dernier, Gilles Siméon y confirme son intention de préempter sur un terrain de l'île de Cavallo. La procédure, toujours en cours, l'oppose au promoteur immobilier Anthony Perrino, déjà propriétaire du fonds de commerce d'un établissement hôtelier, implanté sur le fameux terrain d'une valeur de 2 millions d'euros. Au-delà de la procédure elle-même, l'exécutif souhaite mener une action symbolique sur Cavallo, le moins corse des territoires corses. Car en 50 ans, ce territoire de la commune de Bonifacio est devenu un symbole. Le symbole de la spéculation immobilière dans un premier temps. Dans les années 70, Cavallo devient un bastion du show business avec la SCI Lavette, dirigée par l'homme d'affaires français Jean Castel. La majeure partie de l'île devient ensuite propriété de la Codil et du parrain italien Lio Laurigela. L'emprise de la mafia italienne dure jusqu'à la fin des années 90. Dans ce contexte et face à la recrudescence des constructions de milliardaires sur l'île, Cavallo devient logiquement l'un des symboles du mouvement nationaliste. Dans les années 90, plusieurs plasticages visent des projets immobiliers. Mais dans le même temps, certains dirigeants nationalistes entretiennent des liens avec des propriétaires. Au fil des décennies, le sujet est devenu l'une des revendications des nationalistes et des associations de défense de l'environnement. Ils dénoncent la privatisation des lieux et l'impuissance des pouvoirs publics. Cavallo firmerà Tarragorsa et à Tarragorsa firmerà quella di Ugo Rosso. Aujourd'hui, l'île de Cavallo compte 222 propriétaires, dont 90% sont des étrangers, en majeure partie italiens. Ils sont organisés en association syndicale, l'ASIC. L'île ne compte que 5 propriétaires corses, dont Anthony Perrino. Le promoteur ajaccien assure travailler étroitement avec la mairie de Bonifacio. Le maire de Bonifacio connaît parfaitement les lieux. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis maintenant 10 ans pour essayer de structurer l'île de Cavallo et la remettre dans l'état de droit.
Le promoteur espère désormais convaincre la collectivité de ne pas préempter sur le terrain de 3 hectares qu'il comptait acquérir pour pouvoir continuer son activité sur l'île. Le maire de Bonifacio, lui, ne s'est pas opposé à la vente. Vous avez une réaction, Jean-Charles Orsouche, par rapport à cette affaire de Caval? Oui, je vais quand même dire 2 mots. Premièrement, je vais dire que depuis 10 ans, avec la majorité municipale, nous avons fait en sorte que cette île revienne, d'ailleurs en total je dirais, partenariat avec l'État, que cette île revienne dans le droit. Nous l'avons fait comment? Nous l'avons fait en nous opposant à un projet de 10 000 m² qui était prévu sur l'île par une association de propriétaires, qui d'ailleurs, j'ai la lettre encore ici ce soir, m'avait écrit très clairement en me demandant de tenir mes engagements sur le sujet, en faisant en sorte que cette île qui n'avait pas de station d'épuration puisse en avoir une. À l'époque, le projet était prévu avec un financement à 70% par les collectivités publiques, pas 1 euro public n'a été mis dans cette station d'épuration, qui est aujourd'hui une station membranaire et qui a été payée intégralement par les copropriétaires. Et nous avons tenté, ça ne nous aura pas échappé, vous le savez tous, nous avons tenté de faire une modification du plan local d'urbanisme pour geler la constructibilité sur Caval. Malheureusement pour nous, deux propriétaires qui n'avaient pas obtenu la constructibilité nous ont attaqués devant les tribunaux. Et après que le commissaire du gouvernement ait dit en première instance qu'il fallait encourager le courage politique de la commune de Bonifacio, malheureusement pour un vice de procédure, nous avons été retoqués en appel. Donc nous essayons depuis 10 ans de remettre cette île dans le droit chemin, et je le répète, notamment avec l'État. Un exemple concret, je vais le donner, parce qu'il faut le savoir, sans communication, sans rien. Nous étions avec la sous-préfète, je dirais, au mois d'août, pour aller vers une verbalisation de constructions qui ont été construites illégalement. Je partage le sentiment du président de l'exécutif qui dit que cette île doit rentrer parfaitement dans le cadre national. Et je partage cette volonté que nous devons permettre l'accès public à cette île. Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi nous allons dépenser 2 millions d'euros pour acheter un restaurant sur l'île. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Pour bloquer un projet immobilier, non? Parce qu'il n'y a pas de projet immobilier. Ah, c'est pas ce que dit M. Perrineau. M. Perrineau, il dit clairement qu'aujourd'hui, il suit les préconisations de la commune. Il a racheté aujourd'hui des biens immobiliers existants et sa vocation est de les réhabiliter. Là-dessus, je ne vois pas pourquoi la commune s'y opposerait. Au contraire, Jean Vitus. Le seul point qui aujourd'hui est une ligne de fracture avec les plus extrêmes sur les positions, c'est que nous disons qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir des ruines, nous préférons les raser et laisser reconstruire à minima. C'est la seule petite ouverture que nous avons faite. Le reste, nous sommes parfaitement raccord avec le plan local d'urbanisme et avec le PADUC. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Dominique Yvon, c'est à vous pour 10 minutes. Écoutez, moi d'abord je suis très surpris que l'on parle de retour à l'état de droit. Ça, c'est quelque chose qui m'effare. Parce que, donc, ce qui veut dire qu'il y a des zones, en Corse, des zones de non-droit. L'histoire des 50 années de la Corse, on sait bien qu'il y a eu des zones de non-droit. Il y a eu des exactions, il y a eu des constructions sans permis. L'île en est truffée. Je partage le sentiment. Justement, je suis content que vous me parliez de construction sans permis. Alors, sur votre commune, Monsieur le maire, donc sur la commune de Bonifacio, donc il y a un projet de repreneur du domaine de Sperone. Oui. Donc, qui a été construit en partie illégalement. Vous en conviendrez. Il y a une décision. Alors, pas sur le domaine, je suis désolé, monsieur Yvon, pas sur le domaine. Sur les constructions qui sont aujourd'hui à Piantarel, il y a effectivement une décision de justice qui a rendu illégales ces constructions, mais qui n'ont pas été détruites. Alors, présenter le projet par le repreneur à Mourtoli, qui lui aussi est un projet qui n'est pas tout à fait dans la légalité, et assurer le respect du PADUC et la loi littorale, je pense que là, on a affaire vraiment à des génies en communication. Alors moi, je vais vous expliquer, monsieur Yvon. Attendez. Alors, la demande de permis de construire d'un hôtel à Sperone est, selon votre adjoint à l'urbanisme, un accord avec le PLU et le PADUC. Vous avez même reconnu que votre PLU était illégal. Je lis des notes, je fais comme le président, parce que moi, je suis plus sûr. Non, mais je vous laisse continuer. Ce qui est le cas du zonage UG3 de Sperone, et qui n'est pas une zone urbaine, mais un lotissement autour d'un golfe. Ma question est simple. Après la construction des villas Ferrache, jugé illégal, allez-vous une nouvelle fois accorder un permis illégal pour un hôtel 5 étoiles et des suites à Sperone ?
Alors vous avez une façon particulière de présenter les choses, Monsieur Yvon, en liant notamment le permis Ferratch à celui de Spérol. Je ne vais pas passer ici une heure à vous faire l'historique du permis Ferratch où je n'ai strictement rien à voir. Si ce n'est des gens qui ont construit une histoire alors que Macron était en terminale, que j'étais à l'université et que je ne connaissais pas Monsieur Ferratch. Je vous l'accorde, je vous le dis. Mais c'est dans la continuité par rapport... Moi, je me permets de vous dire, dans le permis dont nous parlons, il s'agit de la construction d'un hôtel. Je me suis opposé à Georges Devèze qui avait comme objectif de vendre son golf à des promoteurs immobiliers pour poursuivre la promotion immobilière sur Spérol. J'ai opposé une fin de non-recevoir à M. Devèze en lui disant très clairement que la majorité municipale bonifacienne n'accepterait qu'un hôtel créateur d'emplois, beaucoup moins gourmand en foncier. Et j'y viens sur cette question. Monsieur Yvon, si vous connaissiez un peu mieux le dossier, vous sauriez que le permis qui va être délivré concerne uniquement un hôtel sur l'actuel clubhouse de Bonifacio. Sur les constructions illégales auxquelles vous faites allusion, j'ai très clairement signifié aux repreneurs que sur cette zone-là, nous étions dans l'incapacité aujourd'hui à avoir une réponse juridique satisfaisante pour eux. Notre position, elle est très claire. Sur cette zone-là, il n'y a rien de possible aujourd'hui. La zone sur laquelle aujourd'hui on envisage la construction de cet hôtel est en parfait accord avec le plan local d'urbanisme et avec le PADUC sur l'actuel clubhouse de Bonifacio. Est-ce qu'aujourd'hui, Bonifacio peut se permettre de ne pas avoir un hôtel de 50 chambres qui peut générer une centaine d'emplois si nous sommes particulièrement vigilants? Quant à la question aussi sous-jacente dans vos propos, qui est de savoir si les pétitionnaires, je dois leur délivrer un certificat de vertu ou pas. Il ne m'appartient pas, Monsieur Yvon, de faire ce travail-là. Moi, je suis là pour aujourd'hui instruire en urbanisme. Et j'essaye de le faire avec Patrick Taffane, que je remercie du travail considérable qu'il fait sur la commune de Bonifacio. Et quand on connaît son parcours politique, un homme d'une très grande probité, quelqu'un qui... C'est votre adjoint à l'urbanisme, je précise. Et qui est aujourd'hui un proche de Fais-moi accord. Voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nous aurions, des velléités à tromper Alain Dimet, à tromper toutes celles et tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite? Aujourd'hui, nous avons un projet politique, et ce projet politique, aujourd'hui, il est conforme à notre feuille de route de 2008 et 2014, et nous respecterons le droit, Dominique, si vous le voulez, que je vous le dise très clairement. C'est-à-dire que demain, le permis va être délivré, après avis des services de l'État, après avis de la mairie de Bonifacio. Si un pétitionnaire estime que ce permis est illégal, eh bien, nous irons devant les juridictions. Et si la juridiction venait à dire à la commune de Bonifacio qu'elle s'est trompée, on retirerait ce permis tout simplement. Il serait annulé et il ne serait pas mis en œuvre. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, un autre point sur lequel je voudrais venir, la presse régionale évoque des difficultés de fonctionnement des établissements, des offices, des agences. Et souvent, donc, à partir de là, on a vu des rapports de la Chambre régionale des comptes qui mettent en exergue certains dysfonctionnements. L'Office du tourisme, je cite, « coûts liés aux contributions administratives relatives au licenciement des directeurs généraux ». Entre 2013... Excusez-moi, vous parlez de quel Office du tourisme? L'Office du tourisme, d'une façon générale. L'Agence du tourisme de la Corse. L'Agence du tourisme, pardon. Agence du tourisme, autant pour moi. Agence du tourisme. Donc, entre 2013 et 2016, plus 558 000 euros. Évolution de la masse salariale, plus 17%. Évolution des primes, plus 32%. Le fonctionnement de l'agence ne s'en porte pas mieux pour autant. En effet, la Chambre révèle l'Observatoire de l'activité touristique, une mission en grande partie externalisée, des données incompatibles, non, on va pas dire pour le rapport, poser votre question. Non, je ne lis pas le rapport, je prends certains points. Ma question elle est simple. Il y a le rapport sur l'Agence du tourisme, il y a le rapport sur l'Office des transports. Tous ces rapports font l'objet et font ressortir des dysfonctionnements et personne, aucun homme politique ne relève ces dysfonctionnements. Pourquoi ? Vous savez, Dominique, nous avons ensemble milité dans un parti qui s'appelait le Parti Socialiste, avec des gens, une personne que je vais citer. Elle s'appelle Vincent Carlotte, pour qui j'ai le plus grand respect. Nous sommes, je crois pouvoir le dire, des autonomistes convaincus. Et effectivement, nous sommes en train de nous poser des questions. Quand on voit les pouvoirs qui ont été donnés à la collectivité de Corse, et ce qui m'amuse, c'est que dans votre rapport, j'ai envie de vous dire, il y a une majorité de gauche à laquelle j'ai appartenu, il y a une partie des nationalistes, et on se rend compte qu'il y a eu des dérapages dans les agences et offices au niveau de l'emploi. Est-ce que ça remet en cause notre attachement à l'autonomie? Est-ce que ça remet en cause cet attachement-là? Aujourd'hui, il y a un problème simple derrière ce que vous dites. C'est le travail fait par les élus locaux. Le peuple, il a mandat à s'exprimer à un moment donné. Si des gens ont dérapé dans la gestion des offices et agences de Corse, ils ont un moyen très simple, ça s'appelle un bulletin de vote. Aujourd'hui, ils ont qu'à utiliser leur bulletin de vote. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, on a quand même élu
on a envoyé quand même à l'Assemblée une majorité et une opposition. Et cette opposition, son rôle est simplement d'être présente à l'Assemblée. Son rôle n'est pas d'aller voir, justement, de s'intéresser à ce qui se passe par rapport à tous ces rapports et de relever et de mettre en exergue et de poser des questions également. Je vous rappelle qu'il existe une commission présidée par Jean-Martin Mondologne qui a vocation à exercer un contrôle sur les agences et offices. Et évidemment que lorsque nous serons interpellés sur les budgets de ces agences et offices et si nous observons un dérapage au niveau des frais de fonctionnement, nous les dénoncerons. Maintenant, je vais vous dire, il faut toujours rester modeste sur le sujet parce que je crois que la réalité, c'est de savoir si les emplois qui sont réalisés permettent d'offrir un nouveau service. Je vais vous prendre un exemple, Dominique. Moi, je vous renverrai au rapport de la Chambre régionale des comptes de la commune de Bonifacio. Oui, à Bonifacio, j'ai augmenté mes charges de personnel de 30%. Sauf que derrière, mon ratio de charge de personnel a baissé parce que j'ai trouvé des financements et j'ai créé des richesses qui permettent de le faire. La question est là. Et est-ce que ce personnel aujourd'hui répond à des besoins de la population? Je vous dis oui, très clairement oui. Et c'est ça qui est important pour nous de le faire. Vous observez des dérapages, ils sont dénoncés par la Chambre régionale à juste titre. Il appartient aux élus ensuite de rectifier et il appartient au peuple de sanctionner les élus qui n'auraient pas bien géré leurs agences et offices. Il appartient aussi aux élus à un moment de s'intéresser, de poser des questions par rapport aux problèmes soulevés. Vous savez, Dominique, je le dis ici devant un spectateur averti de la politique insulaire. Je vous dirais quasiment systématiquement lors des débats budgétaires, l'opposition pointe les évolutions concernant les charges de personnel. C'est une classique, donc me dire qu'on ne le fait pas, ce n'est pas une réalité. Et j'ai envie de vous dire de tout temps, y compris quand j'étais dans la majorité, l'opposition ne le fait. Il ne s'agit pas des charges de personnel. Là, il s'agit quand même de rapports globaux par rapport à l'Office des Transports. Quand on sait tout ce qui s'est passé à l'Office des Transports, et aujourd'hui, on voit encore à travers les médias qu'il y a encore des enquêtes en cours. Je veux dire, ce n'est pas un office, c'est pas quelque chose de neutre. Vous le savez que c'est peut-être pas le bon exemple parce que l'Office des Transports de la Corse, en termes de personnel, on peut pas dire que ce soit là où il y a eu des dérapages inconsidérés, quelles que soient les mandatures. Bon, la réalité aujourd'hui sur le fonctionnement, je n'y reviens pas, la justice aujourd'hui travaille, je n'ai pas à m'exprimer sur le travail de la justice. Sur les agences, aujourd'hui, je me permets de vous dire quand même, je vais aller un peu dans votre sens, c'est vrai que quand j'observe l'Office de l'environnement de la Corse et que la pyramide, c'est ça que vous auriez dû regarder avec beaucoup d'attention, que la pyramide qui devrait être comme ceci concernant les catégories de personnel est comme cela, c'est vrai que ça doit nous interpeller et qu'on externalise de plus en plus des missions. Là, aujourd'hui, nous devons avoir une réflexion. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, on ne changera pas d'un coup de baguette magique ce qui a été fait par les mandatures de droite, de gauche et par les nationalistes. Eh bien, ce sera là la fin du débat. Merci Dominique Yvon d'y avoir participé. Nous allons maintenant entamer la troisième partie avec le débriefing et un invité qui va donner son sentiment sur votre prestation et débattre également avec vous, avec mes deux confrères qui reviennent. C'est Thierry Dominici, docteur en sciences politiques. Il enseigne à l'université de Bordeaux. Il a réalisé plusieurs études et recherches sur la Corse, le nationalisme, la violence, mais aussi sur la jeunesse insulaire. Thierry Dominici, bonsoir. Alors, est-ce que Jean-Charles Orsoulchi vous a convaincu dans son argumentaire? Écoutez, convaincu, c'est un grand mot. En tout cas, c'était très intéressant. En fait, M. Orsoulchi, si vous le voulez bien, j'aurais 4-5 petites questions à vous poser, plutôt qu'un grand débriefing. Et je vais vous en poser 2. Vous laissez la parole et puis après on va tourner si ça vous va. Pas de souci. Alors déjà, j'étais très intéressé par votre intervention concernant le socialisme en Corse, on va dire, pour faire simple. Donc comment vous expliquez alors que sur l'île, qui est somme toute la région peut-être la plus pauvre de France, en tout cas c'est ce qu'on peut lire ici et là, je n'entrerai pas dans les chiffres INSEE, etc. En tout cas une chose est certaine, c'est que cette Corse connaît, concernant sa jeunesse, plus de 25% de chômeurs, notamment des jeunes diplômés. Je crois que les chiffres sont comparables à l'île de la Réunion. Donc avec ce taux de chômage, comment vous expliquez que quelque part, depuis 2015-2017, il n'y ait plus de gauche réelle, au sens premier du terme, en Corse. Et donc, à moins que vous considérez toujours qu'En Marche est un parti socialiste. Donc ça, c'est... J'y réponds dessus. Vous préférez j'ai pas fini. Donc ça, c'est ma toute première question. La deuxième question, je me perds, vous voyez, j'ai pris plein de notes, etc. Ça m'a un petit peu interpellé. Vous avez expliqué aussi que le rôle du président sous la 5e, donc c'est l'hyperprésidence, le présidentialisme, bref, l'application de l'article 5.
Et que d'ailleurs, M. Macron répond pleinement à cette situation d'hyperprésidence. On a presque l'impression de revoir Nicolas Sarkozy. Mais concernant cette élection, vous l'avez souligné aussi, cette élection, logiquement, fait référence plus à du dégagisme. C'est-à-dire, elle répond à une crise de la représentation partisane. Et M. Macron, en tant que nouvel homme politique, nouvel entrepreneur politique, nouveau, je dirais, porte-parole d'une nouvelle voix, s'était engagé avec ce nouveau parti que vous avez souligné, des jeunes, qui est En Marche. Et donc, il y avait, est-ce que vous pensez vraiment que cette position d'hyperprésidence réponde véritablement à l'espoir citoyen? Et je tenais à vous rappeler que cette hyperprésidence se retrouve aussi dans le système institutionnel de la 5e, dans le cadre de la décentralisation, c'est-à-dire sur le plan de l'exécutif régional, mais il est évident que M. Simeone ne peut avoir une autre posture que celle-ci. Et donc, concernant ce petit point, vous avez souligné, ça m'a interpellé, hein, je l'ai trouvé étrange, hein, votre réflexion, M. Orsouch. Vous avez dit que le rôle du président de l'Assemblée territoriale, donc Jean-Guy Talamogne, mettait en place un bicéphalisme. Et ce que je ne comprends pas, c'est que logiquement, le régime parlementaire qui est proposé dans le cadre, enfin si on peut parler d'un régime parlementaire bien sûr, dans le cadre de l'Assemblée régionale de Corse, ben, il est plutôt monocéphale, si vous préférez, il est moniste, au sens anglais du terme. Ouais. Donc cette place de Jean-Guy Talamogne, qui est selon moi plus symbolique que politique, pourquoi avoir voulu souligner une telle lecture? Pourquoi tenter d'ostraciser ce phénomène, c'est-à-dire de présence du chef de l'Assemblée, qui est basé en fait, ce phénomène, sur la démocratie représentative? Voilà, ce sont mes deux premières questions. Excusez-moi si c'était un petit peu brouillon. Mais non, c'était voilà. Pas brouillon. Je vais répondre concrètement sur la présence de la gauche au sein de l'hémicycle. Je crois qu'aujourd'hui, nous incarnons en partie, je pense quand on connaît le parcours politique de François Hollande, de Marie-Hélène Padovan et le mien, je crois qu'on peut dire qu'il y a des hommes et des femmes de gauche au sein de l'hémicycle. Il y a aussi, dans la majorité territoriale, des gens qui sont de sensibilité de gauche. Il faut être très clair. Le discours de la majorité territoriale est un discours tellement large, je dirais qu'il a forcément capté une bonne partie de l'électorat de gauche. Vous le savez très bien puisque vous êtes un spécialiste de la question. Après, le jeu des mécaniques institutionnelles ont écarté le Front de gauche et la France insoumise de sa représentation. Elle existe quand même à hauteur de 6 ou 7% aujourd'hui. Elle n'a peut-être pas atteint ces chiffres-là, mais vous savez que c'est conjoncturel. Par contre, on est dans une terre très particulière. Vous avez évoqué le socialisme. Vous savez très bien que la Corse n'est pas une terre de socialisme. La Corse est une terre de radicalisme. Aujourd'hui, c'est surtout ce parti qui est complètement, je dirais, en déconfiture. Vous le voyez bien, vous voyez qu'aujourd'hui on annonce Sylvia Pinel dans le groupe avec des nationalistes corses. Mézard était un antinationaliste primaire, on le sait aussi. Donc on voit bien que c'est compliqué. Et vous le voyez à travers les interventions dans les médias corses, qu'il y a aujourd'hui des gens, et je respecte leur positionnement, qui se disent dans une gauche jacobine, républicaine, à laquelle, de par mon parcours politique, je n'adhère pas. Après, ce sont les jeux des élections. Et aujourd'hui, la lecture, elle est celle que vous avez à l'Assemblée de Corse. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il y a une population qui n'a peut-être pas voté d'ailleurs, hein, parce que vous avez quand même remarqué que au mois de décembre dernier, il y a une part, je dirais, considérable de l'électorat qui ne s'est pas déplacé. Peut-être que c'est cette part de cette jeunesse aujourd'hui qui ne sait pas où aller, cette précarité qui est aujourd'hui intense. C'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure que sous le ton de la boutade, je disais que ces 2 millions d'euros à Caval, j'aurais préféré les donner au docteur Pernin. Je pense que ça aurait été plus utile et je pense que c'est là où nous devons aujourd'hui travailler. Quant à la position d'Emmanuel Macron et ce qu'il incarne, sûrement il y a le dégagisme. Vous le savez très bien. D'ailleurs, comme l'a incarné Gilles Simeone en Corse, hein, de la même manière. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux parcours et dans leur positionnement politique. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que quand j'ai adhéré le 9 décembre avec José-Pierre Moziconac, avec Jean-Louis Luciani, dans le bureau à la démarche d'Emmanuel Macron, c'est sur la thématique de l'autonomie dans la République que nous l'avons fait. Et c'est parce que nous savions aussi qu'il y avait une majorité territoriale avec laquelle il était peut-être possible d'avancer sur ce sujet. Donc aujourd'hui, Macron incarne à la fois ce dégagisme, mais il incarne, vous le savez très bien, cette autorité, l'incarnation de la présidence de la République. C'est sûrement cette double lecture qu'il faut avoir dans l'élection d'Emmanuel Macron, avec un système où on se retrouve avec 2 candidats au second tour. Après, je ne sais pas moi vous dire aujourd'hui si à la fin les Français seront satisfaits. Ben, c'est le suffrage universel qui nous le dira aux uns et aux autres. Sur le rôle de Jean-Guy Talamogne. Et sur le rôle de Jean-Guy Talamogne, j'ai persisté. Et puis je suis content que vous, spécialiste de la question, vous le disiez. Dans les institutions, vous
c'est vous qui l'avez dit, pas moi. J'ai pas voulu vexer le président de l'Assemblée de Corse. Vous avez dit son rôle, il n'est en réalité que symbolique. Sauf que de ce rôle symbolique, le président actuel en a fait un rôle éminemment politique. Aujourd'hui, je persiste et je signe. Il a parfaitement compris qu'en mettant en avant un certain nombre de ses idées, il obligeait la majorité territoriale à emboîter le pas. Et c'est peut-être la difficulté que nous avons aujourd'hui à pouvoir discuter sereinement avec Paris. Et c'est pour ça aujourd'hui que je dis très clairement que nous aurions pu avoir, comme l'ensemble des régions françaises, sans aller sur la thématique des compétences, mais un seul chef à la fois de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse qui fixe le cap, et il n'y aurait pas eu ces difficultés que l'on peut rencontrer telles qu'on les rencontrons actuellement. D'accord. Donc, concernant donc, excusez-moi. Très vite, parce qu'à la fin de l'émission. Donc, alors si on passe à la fin de l'émission, donc je vais réduire ma question. Je vais passer à la question que j'avais choisie pour vous. Ben, on n'a pas parlé d'européennes. Alors c'est vrai que c'est dans très longtemps, il y a les municipales avant, mais c'est vrai que cette question des européennes est, selon le président Macron, très importante. Donc, voire capitale. Donc, je suis très intéressé par votre position en tant que marcheur. Hein, excusez-moi pour le petit jeu de mots. C'est le terme. Hein, voilà, voilà. Donc, en tant que marcheur girondin, autonomiste. Oui. Ça fait beaucoup pour un marcheur. C'est la même chose. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez donc rejoindre plutôt la coalition de la majorité locale, c'est-à-dire soutenir un candidat, disons, régionaliste? Si j'ai bien compris, ça risque d'être M. Garobi, qui a été choisi déjà par Région et Peuple Solidaire. J'ai vu ça. Ou alors, vous allez plutôt aller, comme un bon nombre de marcheurs, soutenir le candidat de En Marche pour lutter, bien sûr, contre Mélenchon, le populisme et tout le discours qui va avec. Je veux préciser une chose, il y aura un Corse sur la liste d'En Marche éligible? Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Très bonne question. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la nouvelle configuration de cette élection, c'est-à-dire une élection avec une circonscription unique au niveau national, ne favorise pas la représentation de la Corse, ça nous le savons. Vous dire que, et je me permets, et je vous remercie d'avoir posé cette question, mon engagement aux côtés d'Emmanuel Macron, c'est fait en grande partie pour le pacte girondin et pour la dimension européenne. Je suis profondément, moi je suis un fédéraliste européen, je suis très clair sur le sujet. Je pense aujourd'hui qu'à la fois j'attache à l'État français une grande mission en matière de régalien, c'est pour ça que je suis fortement attaché à la République, mais je pense aujourd'hui que les politiques doivent être réfléchies au niveau européen pour concurrencer, non pas dans un espèce de nombrilisme en se regardant le nombril, mais tout simplement parce que je pense aujourd'hui que pour rivaliser face aux États-Unis, à l'Inde ou à l'Asie, il n'y a que l'Europe qui puisse le faire. Et sincèrement, je pense aujourd'hui que face au populisme et je dirais à toutes ces passerelles qui se font notamment entre, vous ne pouvez que l'observer, vous, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, oui, je crois à un grand centre européen capable d'être une véritable barrière, en tout cas je l'espère, face à ce risque de dérive d'une Union européenne, parce que sans l'Union européenne, nous connaissons en tout cas le résultat. Quand il n'y a pas d'Union européenne, c'est ce que nous retrouverons dans l'Europe des années 50, c'est-à-dire dans l'Europe de la guerre. Jean-Charles Orsouche, au cours de cette émission, vous êtes défini comme marcheur, on l'a bien compris, mais aussi comme girondin, autonomiste. Vous convenez que les relations entre la Corse et Paris ne peuvent pas en rester en l'état actuel? Patrick, je serais malhonnête si je vous disais que je ne souhaite pas qu'il y ait davantage de passerelles. Nous l'avons dit aussi, notre groupe a vocation à mettre de l'huile dans les rouages pour qu'il y ait une véritable discussion entre Paris et la Corse. Mais attention, arrêtons la bataille des symboles. Peut-être de part et d'autre d'ailleurs. Arrêtons la bataille des symboles. Faisons en sorte de répondre aux difficultés des Corses en matière de logement, en matière de déchets, en matière d'énergie. C'est là-dessus que les Corses nous attendent. Vous n'échappez pas quand même à un discours, à un dialogue politique véritable. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça, c'est ce dialogue politique. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas lieu? Jean Vitus, il n'a pas lieu parce que peut-être il y avait des blocages. J'ose espérer que d'ailleurs le remaniement ministériel qui semble renvoyer comme message le fait qu'Emmanuel Macron a compris qu'il devait y avoir un discours renforcé avec les territoires. Est devenu ministre de plein exercice et lors de sa dernière visite, il n'y a pas si longtemps, la rencontre avec Gilles Simeone a été fortuite. Alors, écoutez, vous savez que la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Moi, je veux rester optimiste. Vous avez des infos ou alors c'est votre... Non, j'ai pas d'infos. C'est votre sentiment Mon sentiment, en tout cas, c'est ma volonté, surtout. Plus que mon sentiment, la volonté que la Corse réussisse. Moi, je ne peux souhaiter à Gilles Simeone que la réussite, dans la mesure où c'est la réussite des Corses et répondre aux problèmes des Corses. Et il ne pourra le faire qu'avec Paris. Il ne pourra le faire qu'avec, je dirais, une entente parfaite avec la préfète de région. Parce que c'est comme ça que nous réussirons. Nous avons besoin de la solidarité nationale. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des services publics qui fonctionnent correctement. Et ça ne peut se faire que dans l'entente. Ce n'est pas, vous le savez, Jean Vitus, ce n'est pas en retirant le drapeau français
du bureau du Conseil exécutif que l'on va avancer. Ça inquiète Paris, vous le savez parfaitement que ça inquiète Paris. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des gestes de part et d'autre. Mais est-ce qu'on peut avancer sur les dossiers? On n'y arrivera pas. Est-ce qu'on peut avancer sur les dossiers ponctuels, précis, s'il n'y a pas une démarche d'ensemble? Moi, je veux espérer que dans la nomination de Jacqueline Gourault, qui était quand même la ministre de l'Alsace et de la Corse, on puisse y voir un message positif. Et notamment... Il y a un signal qui risque d'être important, c'est la visite de Bruno Le Maire avec le rapport de l'inspection générale des finances et peut-être là des vrais sujets sur la fiscalité et sur l'inflation. Et la visite aussi d'Édouard Philippe début novembre qui est annoncée. Enfin, Jacqueline Gourault a dit que c'était envisagé. Bon, vous attendez quelque chose? Après, et là vous évoquez Édouard Philippe, nous savons aussi, et vous le savez, que ce que nous rencontrons en Corse au niveau de la République En Marche, c'est un secret de polichinelle. Vous savez qu'à Paris, il y a deux écoles qui s'opposent, comme toujours d'ailleurs, je le dis devant un spécialiste. Une philosophie girondine d'un côté et une philosophie beaucoup plus jacobine de l'autre. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire que, vraisemblablement, le jacobinisme a pris un peu le pas sur le girondisme. Mais je ne désespère pas de voir l'école girondine gagner petit à petit, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez, on n'a pas parlé de la réforme constitutionnelle, parce que c'est vrai qu'elle semble aujourd'hui quelque peu hypothétique. Sur le sujet, oui, l'inscription de la Corse dans la Constitution est une avancée. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas nous donner les moyens d'avoir une habilitation permanente est regrettable? Oui, je le pense que c'est regrettable. Mais depuis 30 ans... Qu'est-ce que vous entendez par habilitation permanente? Parce que ça travaille, c'est très vite, tout le monde emploie. Permettre aujourd'hui à l'Assemblée de Corse de ne pas demander systématiquement son aval à Paris pour pouvoir légiférer dans un domaine de compétence. Mais c'est ce qui est proposé dans 72.5. Non, c'est pas exactement ça. C'est un aménagement du 73. Je pose une dernière question sur les le 73, vous savez que c'est pas le 73 qui correspond aux Antilles et qui n'a jamais marché. Surtout la réalité, c'est ce que j'ai dit au nouveau ministre, président de la commission des lois, ça n'a jamais marché. Nous devons avoir de l'ambition pour la Corse et nous, en tout cas, notre groupe Panda Père de Mal va travailler pour cela. Eh bien, Jean-Charles Orsoulch, ce sera là votre conclusion. J'aurais voulu présenter quelques ouvrages qui viennent de paraître, mais le temps ne nous en donne pas la possibilité. Donc, contrat, c'est terminé. On se retrouve d'ici un mois pour une nouvelle émission. Ce sera le mercredi 7 novembre avec un nouvel invité. Intanto, buonasera a tutti. Émission. Ouais, il faut 10 minutes de plus. C'est vrai que c'est court. Hein. Ah oui, oui.